Message du label Podcut. Salut à toi, jeune auditorice. Oui, ce n'est pas le podcast que tu as lancé qui est actuellement dans tes oreilles, mais je vais être court. Je suis Julien, je fais partie du label Podcut comme le podcast que tu écoutes, et nous venons de lancer une série documentaire sur les fraudeurs et les fraudeuses qui s'appelle Fraudster. Si cela t'intéresse, n'hésite pas à nous retrouver sur ton application de podcast préférée, sur le site du label podcut.studio et sur Google en tapant Fraudster Podcast. Voilà, je te laisse. Des bisous. Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast qui vous parlera de docteur, mais jamais au grand jamais de la maladie de Lyme. Nous... Il y en a qu'un qui rigole à chaque fois, ça me fait plaisir. Fois, ça mais... la vanne. Très bien, ça me fait plaisir. Je me sens moins seul. Mais moi, à chaque fois, je me demande qu'est-ce que c'est ces maladies. Ah bah, je te laisse faire des recherches. En fait, tu rigoles pas parce que t'es en train de chercher. Pour l'instant, c'est du soft. Tu rigoles pas parce que t'es en train de chercher sur Google, c'est ça ? Exactement. La maladie de Lyme est la maladie qui est donnée par les tiques. Oh. On a dit qu'on n'en parlait pas. T'avais qu'à pas demander. Voilà, on n'en parle pas. Donc, stop. Et du coup, vous les avez entendus, je suis accompagné pour ce 7e épisode de Pomme. Oui, je suis là. Ensuite, Ziu. Oui, je suis là aussi. Et pour finir, Nimpnao. Plop plop. J'espère que vous allez bien. Ça va. Et toi, ça va ? Très bien. Chaud. Je vous propose sans plus tarder de rentrer dans le vif du sujet avec la présentation de l'épisode par Nimp. Merci. Cet épisode, nommé en français Un jeu interminable et The Long Game en version originale, est sorti le 7 mai 2005 sur la BBC et le 26 novembre 2005 sur France 4. Il a été réalisé par Brian Grant et scénarisé par Russell T. Davies. Oui. Le docteur est joué par Christopher Eccleston et accompagné par Rose Tyler, joué par Billie Piper, et Adam / Langlais, interprété par Bruno Langlais. Oh. Ah, l'anglais. On retrouve également un acteur pas très connu, Simon Pegg, de son vrai nom Simon Peggingham. Un débutant. Vous l'avez peut-être vu dans Shaun of the Dead et le reste de la trilogie Cornetto, des Missions Impossibles, Star Wars épisode 7, Ready Player One. Je m'arrête là. Mais si vous pouvez mettre la main sur la série Spaced, je vous le recommande. Ça va, on sent le fanboy. Mais je valide tout ce que tu viens de dire. C'est génial, Spaced. J'ai pas vu Shaun of the Dead, il y a des zombies. Ça passe. Shame. J'ai eu du mal, mais ça passe. Donc Simon Pegg incarne dans cet épisode le rédacteur. Le docteur Rose et Adam, qui a rejoint le TARDIS dans l'épisode précédent, arrivent sur une station spatiale en orbite autour d'une future Terre. Une mystérieuse station chargée de diffuser l'information à toute la planète. Qu'est-ce qui se trame dans ce BFM des temps modernes ? Est-ce que Adam remplacera Mikey dans le cœur de Rose ? Spoiler, non. Et dans le nôtre, non plus. Non plus. Est-ce que nous aurons le courage de prononcer à chaque fois le nom complet de Katika Santini Kadeni ? Spoiler, non. Vous le saurez dans ce 7e épisode de Dr Watt. En fait, on vient de répondre à toutes les questions. Vous ne faites pas chier à écouter l'épisode. C'est ça. C'est ça. Allez, à dans 15 jours. Nous vous encourageons, c'est le mot, également à regarder la 172e aventure télévisée du Docteur. Merci, Nimp. Du coup, comme d'habitude, je vous propose de faire un petit tour de table des avis des chroniqueurs, le but étant bien entendu de convaincre quelqu'un qui nous écoute de regarder cet épisode. Qui veut commencer ? Moi, sans être mauvais, il est tout à fait dispensable. Voilà. Et je continuerai dans ma lancée sur la relation entre le docteur et Rose et Malsen. Mais ça sera plus tard. Très bien. Zu ? Le décor est sympa. Il y a Simon Pegg. Et j'ai dû regarder l'épisode en 3 fois. Parce que je me suis endormi 2 fois. Je l'ai vu en 1,5 et c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. En vitesse 1,5. Wow. Mais vous êtes fous. Non, c'était pas la vitesse, moi. Hein. Je me suis endormi, hein, je précise. J'avais compris. Ok, et toi, Nimp ? Il y a Simon Pegg.
Donc c'est le meilleur épisode de Doctor Who. J'aurais préféré qu'il fasse un autre épisode, mais il y a Simon Pegg. Et toi, Grand Poil ? Moi je vous trouve dur avec cet épisode, moi je l'ai bien apprécié. Il y a juste Adam qui m'a fait chier parce qu'il prend toutes les pires décisions possibles du monde entier. Mais sinon, non, Simon Pegg il fait très bien le taf, il est génial dans son rôle. Le docteur, il est un peu... Je le trouve un peu... Il sert qu'à la fin, vraiment. Le reste n'est qu'une excuse, et Rose, c'est Rose. Mais moi, j'aime bien cet épisode, je l'ai re-regardé pour le coup avec plaisir. Le concept est sympa, l'exécution est pas trop mal faite. Non, j'ai trouvé intéressant. Donc on va se battre pendant la suite qui sera donc le résumé full spoil qui sera fait compter aujourd'hui par Zu. Le TARDIS atterrit. Rose et le docteur arrivent en l'an 200 000 sur une station spatiale autour de la Terre. C'est le 4e grand et généreux empire humain, le Fourth Great and Bountiful Human Empire. Rose se la pète un peu auprès d'Adam, leur nouveau compagnon, grâce au docteur, et fait semblant de savoir où elle est, ce qui se passe. Ouais, en gros, le docteur a dit exactement toutes les informations que tu viens de donner, et Rose devant Adam fait « Ah là là, l'architecture me rappelle qu'on doit être en l'an 200 000 », enfin voilà, effectivement, elle se la pète un petit peu beaucoup. Elle fait sa pro, c'est génial, quoi. Genre, c'est bon, je suis déjà venu là, t'inquiète, on va aller par là. Ils arrivent sur une baie d'observation et ils ont vue sur la Terre qui est recouverte par une unique mégalopole possédant maintenant 5 lunes et à présent peuplée de 96 milliards d'habitants. Ah mais c'est Coruscant en fait. Mais oui, c'est ça y est. C'est ça. Et ça donne un peu le tournis à Adam. Ouais, il s'évanouit comme... Non mais faites pas les malins, hein, à un moment donné, là vous la jouez genre ouais ça va... C'est juste une planète. Non mais vous, à la place d'Adam, vous seriez même pas sorti du TARDIS. Je serais même pas rentré dans le TARDIS. Oui, voilà déjà. Donc bon. Là, il y a le docteur qui regarde Rose en faisant New boyfriend et il y a Rose qui est là. Non, plus maintenant. Non. Donc la planète Terre est le centre d'un empire galactique qui s'étend sur des millions de planètes avec des millions d'espèces. Mais au moins, en fait, ça devrait être le cas, mais ça ne l'est pas. Donc, au fur et à mesure que le docteur, Rose et Adam traversent la station, le docteur leur explique que c'est l'apogée de la culture humaine, des bonnes manières, de la cuisine fine et délicate. Et la station se réveille, les gens se mettent à courir de tous les côtés, ça se bouscule, ça s'engueule, ça mange de la junk food, et ça va qu'à ses occupations. On ne sait pas ce qu'ils font d'ailleurs. Hein. Non, ils font des figurants, ils se baladent en arrière-plan, et c'est tout. Et voilà. Et il figure. Donc parmi toutes ces personnes, aucun signe de bonne manière, de haute cuisine et encore moins d'aliens. Donc le docteur est très perturbé et il récupère un peu d'argent dans un distributeur et on voit Rose et Adam se balader pendant que lui il enquête sur la question. Il envoie les ados se balader dans la foire. Aucun scrupule. Et bizarrement, tout ce monde est très humain. C'est ça, mais par contre le docteur lui il a aucun scrupule à... Bon, on peut le dire, à voler de l'argent en utilisant ton tournevis Sonic sur un distributeur bancaire. Ah bah, crédit illimité. Oh, il le vole à une machine, il le vole pas à quelqu'un. Il le vole aux banques. Je veux dire, il tabasse pas une petite vieille dans la rue pour lui piquer son portefeuille, quoi. Tu sais pas, hein, c'est peut-être une petite vieille qui est dans le distributeur et qui te lâche tes billets. Hein. Peut-être, je suis jamais allé voir. Il leur balance cette phrase, c'est « Dépensez pas tout en bonbons !» Vraiment très paternel. Donc le docteur, en se baladant, rencontre Katika et Suki. Katika Santini Kadeni. Donc elle lui explique qu'elles sont journalistes à bord de la station qui s'appelle Satellite 5 ou Satellite 5. Je le dirais probablement Satellite 5. Tu peux. Désolé. Le docteur utilise son papier psychique et se présente en tant que personne du management. Katika... Ah non, pas cette fois, ça marche pas à tous les coups. Non. Katika y voit une opportunité pour se faire promouvoir jusqu'au 500e étage et faire du zèle en répondant à toutes les questions du docteur à propos de Satellite 5. Ça a l'air d'être une espèce de méritocratie assez violente quand même. Hein. C'est tout de suite, garde à vous. Non, je vous réponds, pas de soucis. Oui. Et alors pourquoi elle va aller au 500e étage? Parce que les murs sont faits en or. Oui. C'est très bizarre comme... Il paraît. C'est ce qu'on dit en tout cas. À skip. À skip. Donc elle explique que le satellite diffuse plus de 600 chaînes à travers tout l'Empire.
Et c'est à ce moment-là qu'on découvre un nouveau personnage, retiens-toi Nimp, le rédacteur, qui les observe. Ah Ok. Je crois que Nimp vient de jouir. Je ne vois pas comment le décrire autrement. J'ai l'image. C'est très sale et je m'en excuse auprès de nos auditeurs. On nettoiera bien derrière lui. Hein. On mettra, Bonjour les enfants. On mettra une notation plus 18 sur cet épisode. Merci Nimp. Donc le rédacteur les observe dans une salle de contrôle pleine d'écrans avec d'autres personnes et il leur donne des contrôles de sécurité. Pendant ce temps, Adam et Rose dégustent la haute cuisine de Satellite 5. Je crois qu'il y a des il y a des milkshakes au poulet, enfin des trucs un peu chelous. Adam est totalement submergé par tout ce qu'il découvre, malgré son expérience à travailler avec des artefacts aliens. Rose le laisse utiliser son super téléphone pour appeler sa famille et ils sont pas là. Donc il laisse un message. Il lui demande l'index de la Terre. Ouais, il lui demande s'il y a un index, ouais. Donc le docteur revient les chercher pour qu'ils viennent assister avec lui à ce que Katika veut lui montrer. Donc, différentes personnes sont assises en cercle autour d'un fauteuil et Katika vient s'installer au milieu. Donc là, j'entends Pomme qui frétille jusque-là et j'entends secte. Non, pas celle-ci. Je n'ai rien dit. Tu l'as pensé tellement fort, on l'a tous entendu. Et là, Katika claque des doigts. Une fenêtre s'ouvre au centre de son front, laissant vue directe sur son cerveau. C'est dégueulasse. Oui, c'est pas bien fait en plus. À son signal, les autres personnes posent les mains sur la console, un rayon d'énergie part de la machine qui est au plafond et va jusque dans le cerveau de Katika. C'est un concept une nouvelle façon d'effectuer du traitement rapide. C'est exactement ça. Ah bah son cerveau, c'est le processeur. C'est pratique. Ouais. Donc toutes les informations du satellite passent dans son cerveau. Ça permet au satellite de processer de l'information facilement. Mais elle retiendra rien une fois la connexion rompue parce que on peut pas tout retenir. C'est ça, il y a trop d'informations qui arrivent d'un coup. Donc chaque personne autour de la table a une puce, ce qui permet de rediffuser les informations fournies par Katika vers leur propre chaîne de télé. Adam est très impressionné par la technologie, le docteur beaucoup moins. Il trouve que cette technologie est anormale. Ouais. Alors, pour Adam, il y a quand même un trou ouvert sur le cerveau de Katika. Il y a de quoi être impressionné. Alors moi, ça fait partie des endroits où qui m'ont fait chier, mais où j'ai pas aimé. Comment dire Adam, donc s'est évanoui au tout début, a pas voulu goûter la bouffe qui avait l'air chelou, a l'air sur la retenue, a l'air inquiet, dit que ça fait beaucoup, et là c'est quand même quelqu'un, donc comme on avait dit à l'épisode précédent, qui est très intelligent. Je crois qu'il explique qu'à 8 ans, dans l'épisode précédent, à 8 ans, il a piraté, je sais pas quoi, la NASA ou un truc comme ça, qu'il aurait pu déclencher la 3e guerre mondiale. La NASA, oui. Et qu'il trouvait ça très drôle. Ouais, et donc c'est quand même quelqu'un qui est très intelligent et curieux. Là, il est face à ça. Je pense que n'importe qui trouverait ça vraiment au moins chelou. Lui essaie de s'y intéresser, mais avec un esprit scientifique. Et j'ai l'impression, et Rose lui demande, je crois, s'il va s'évanouir à nouveau, un truc comme ça. Et je trouve qu'il y a un peu ce rapport de quand c'est que tu fais le bonhomme. Oui, bah déjà dès le départ, hein, quand il s'évanouit et que le docteur lui demande c'est toujours votre petite amie, elle lui fait non. Mais voilà, donc le gars en fait c'est un mec ultra intelligent, scientifique, qui est curieux, qui est machin, mais voilà, c'est pas un bonhomme. Alors du coup elle se fout de sa gueule. Moi ça m'a un peu agacé. Oui. Petit point VF, à ce moment-là, le docteur vous voit toujours Rose ? Aucune idée. Je crois qu'on est tous passés sur la VO là. Ah ok. Ah, j'ai failli faire de la VF l'autre jour et j'ai pas tenu. Alors je l'ai vu en VF, mais je me souviens pas. Tu l'as vu en VF de ton plein gré ? J'ai vu les deux en fait. VF et VO. Il est fou. Bravo. Il est fou. Pendant ce temps, si on revient au rédacteur, les contrôles de sécurité reviennent tous négatifs. Oui. Mais il est pas convaincu pour autant, donc il demande une deuxième passe. Et là, on se rend compte qu'il y a effectivement quelqu'un qui ne devrait pas être là. Et c'est Suki, à notre plus grande surprise. Ah, Suki elle faisait toute mimi à ce moment-là. Ouais, elle faisait mimi et très
soumise au système. Oui, ça va changer. Donc le rédacteur interrompt la transmission, fait promouvoir Suki, qui va pouvoir monter au 500e étage. Et à ce moment-là, donc il y a Katika qui est très jalouse. Et Adam, pour le coup, toi c'était pas le cas avant, mais là il est submergé. Donc il demande à retourner sur la plateforme d'observation, j'ai failli dire pour prendre l'air, parce qu'il est très con dans l'espace. En même temps c'est Adam. Ah bah au moins, on Oui, aurait, c'est un peu ça. on aurait été c'est débarrassé. pour, Hein. Ah, t'exagères. Donc il va regarder un peu la Terre, il va reprendre un peu ses esprits là-bas. Suki fait ses adieux, prend l'ascenseur et monte au 500e étage. Parce que oui, les gens qui montent au 500e étage ne redescendent jamais. C'est normal, attends, ils vont pas se mêler au bas peuple non plus. Là, le docteur, il sait que ça pue du cul. Oui. Quand Katika lui dit ça, il sait que c'est pas normal. En même temps, moi, personnellement, avec tout ce que j'ai pu voir de science-fiction, je sais que c'est pas normal aussi. Ou de séries ou de films normal. Oui, non, mais voilà. Mais c'est un code. C'est ça. Enfin, pour moi, c'est un code de base. T'as une promotion pour aller dans un endroit d'où tu ne reviens jamais, il y a un piège. De toute façon, les endroits dont les gens ne reviennent jamais, soit c'est vachement bien, soit c'est très très nul, mais il y a toujours un truc. Non, même quand c'est vachement bien, t'as moyen peut-être de se recroiser. S'ils reviennent jamais, c'est qu'ils meurent avant d'arriver en général. C'est pas le Club Med non plus. Hein. Donc Suki, elle arrive justement au Club Med, enfin ce qu'elle pensait être le Club Med avec les murs en or, et elle découvre un étage vide, plein de toiles d'araignée, du givre, du froid, de la neige, enfin on sait pas trop ce que c'est, mais il a l'air de se peler. Et des cadavres surtout, tu dis vide, mais c'est pété de cadavres ce truc. Oui. C'est des squelettes. Bah, c'est quoi des squelettes à part des cadavres? Ouais, mais Peut-être le cadavre pour toi c'est un tout petit peu avant quand il y a encore de quoi bouffer dessus. voilà, mais elle les voit pas tout de suite, donc là où elle s'attendait à quand même voir toute une équipe de rédaction se faire accueillir par un grand moustachu qui allait lui dire allez me prendre des photos de Spider-Man, bah là non, il y a personne. Donc elle arrive dans la salle de contrôle, elle se rend compte que justement ce qu'on pensait être des gens, là ce sont des cadavres. Dans la salle de contrôle? Le rédacteur parle à des cadavres. Ah, j'avais pas analysé ça comme des cadavres. Enfin, si, comme des zombies, tu vois, plus... Parce qu'il y a encore à bouffer dessus. Ils ont encore à bouffer dessus. D'accord. Peut-être que les promotions, ça vient de là, en fait. À un moment donné... T'es relié à la machine, quoi. Et la machine te bouffe. Et il faut renouveler la carcasse. Non, mais... Là, c'est pas des cadavres en décomposition. Tu vois des personnes, tu comprends bien que niveau cerveau, il se passe plus rien, mais elles sont en train de faire quelque chose. Elles sont assises et elles sont en lien avec la machine. Alors, elles sont toutes givrées, elles ne réagissent plus, mais elles sont pas allongées par terre en décomposition. C'est ça, ils ont une action à faire. Et donc, du coup, dans ce modèle-là, peut-être qu'à un moment donné, ces opérateurs ne peuvent plus agir. Et donc, du coup, il y a une promotion qui sort. Mais du coup, ils ont quand même vraiment l'air de réagir aux ordres de l'éditeur, donc c'est pour ça Oui, que ça, c'est des sortes de zombies. on sait pas trop. On sait pas trop où ça en est. C'est très compliqué, ce système. Oui. Et c'est que le début. Le rédacteur l'accueille et lui montre les images de sa vidéo de candidature pour le Satellite 5. Puis après, des images de la vraie vie où on la voit en mode rambette. Alors, je crois que c'est ce qu'on n'a pas dit avant, c'est que ce qui a fait que Suki a eu une promotion, c'est que l'éditeur, il a détecté un truc étrange dans le flot d'informations et il l'a isolé sur elle. Donc c'est pour ça aussi qu'il l'a fait monter, c'est qu'il sent qu'il y a quelque chose qui va pas avec elle. Oui, le but de la promotion, c'est de l'éliminer. Voilà, c'était de l'éliminer, mais de découvrir aussi ce qui allait derrière. Il cherche la vérité pour lui. Ouais. On l'a décrit, alors mis à part que c'est Simon Pegg, on l'a décrit, le rédacteur. Bah c'est Simon Pegg albinos avec des yeux tout bleus. C'est super C'est bien Simon résumé. Pegg White Walker. Exactement, voilà, il est recouvert de givre lui aussi. C'est ça. Et il est complètement taré, on le voit de suite. Bon, c'est Simon Pegg. Il est pas machiavélique, il est taré. Oui, il parle au ciel, il parle au plafond, c'est bizarre. Non mais voilà, il parle au plafond, un truc qui fait du bruit, mais on sait pas ce que c'est. Et puis tu sens la folie. Bon, voilà. Il me semblait qu'on l'avait pas décrit. Non, on l'avait pas dit effectivement. Et il est là, il confronte Suki, et c'est donc la dernière survivante d'un groupe d'anarchistes, les Freedom 15, les Libertés 15.
Et donc Suki pointe son pistolet qu'elle sort de son sac à main sur le rédacteur et demande à savoir qui contrôle Satellite 5, car son groupe a découvert que les faits émanant du satellite étaient manipulés. Ta-ta-tam. Oh là là. Quoi, ce qui passe à la télé, c'est pas vrai? Surprise. C'est fou. Oh, Que quoi? bizarre. C'est pour ça que j'ai jamais vu les Tortues Ninja. C'est vraiment dans le futur. Hein. Donc, Simon Pegg lui présente le rédacteur en chef, qui est apparemment au plafond. Suki crie, lui tire dessus, on entend des grognements, et après on sait pas trop ce qui se passe, mais c'est pas ouf. Ouais, c'est la technique classique du oh là là, il y a un truc qui fait peur, mais on sait pas quoi. Wow. C'est la technique dite Slithin. Slatins. En espérant que là, ça dure pas tout un épisode. Pendant ce temps, le docteur, lui, continue à faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire poser des questions. Bon, à force de poser des questions sur des trucs qu'il est censé savoir, Katika, qui est quand même journaliste, comprend qu'il fait pas partie du management. Donc elle veut plus être impliquée, parce que sinon elle va jamais avoir de promotion, elle va jamais monter au 500e étage. Et déjà que elle en a trop dit, donc elle en a marre. Là, le docteur pointe quand même du doigt que elle est journaliste justement, donc elle devrait s'impliquer plus, poser plus de questions et creuser cette espèce de bordel pas logique. Après, les journalistes, on se rend pas bien compte de leur rôle, mais ils ont l'air d'en avoir vraiment que le nom, quoi. Ils servent de plus d'usine de traitement que réellement de choix des faits et d'investigation. Oui, tout à fait. Et le docteur ajoute que les humains devraient être beaucoup plus avancés technologiquement, on a dit aussi sur les bonnes manières, sur la cuisine, sur tout ça. Et il estime qu'ils ont 90 ans de retard. À ce moment-là, Katika indique que Satellite 5 a commencé à diffuser il y a 91 ans. Oh là là! Y aurait-il corrélation? Troisième point dans l'histoire, on fait plein d'allers-retours. La plateforme d'observation, Adam, qui se sent mieux, on a l'impression, essaie d'accéder à des informations à propos du futur depuis l'ordinateur. Et il utilise le super téléphone de Rose. Enfin, à propos du futur, à propos du présent, enfin à propos de là où il est à l'heure actuelle, mais qui est le futur pour lui quand il est chez lui. Le futur du présent. Le présent du futur. Il essaie de récupérer des infos de là où il est pour pouvoir les envoyer dans le passé en laissant un message sur la boîte vocale de ses parents. Voilà. Bon, malheureusement, il est pas pucé. Ça fait très animal de compagnie d'un coup. C'est. Oh là là, on l'a perdu, on ne retrouve plus sa trace. Comment faire? Oui, d'un coup, on est assez content qu'il soit pas pucé, Adam. Donc, il a un accès, comme il a pas de puce dans son cerveau, il a un accès que limité aux informations de l'ordinateur. Il se rend à l'infirmerie qui est au 16e étage. Là où il va se faire implanter le même appareil que Katika qui permet de montrer le cerveau au milieu du front. Oui, parce qu'il s'aperçoit qu'il aurait pu avoir la version normale. D'ailleurs, j'ai bien aimé cette scène avec l'infirmière qui est d'ailleurs une actrice qui est connue aussi. Hein. J'ai oublié son nom, je voulais le chercher, j'ai oublié son nom. Mais c'est une actrice connue et j'aime bien la façon dont elle lui présente, dont elle lui vend les deux solutions. Elle est très insistante. Il voit que le mec est blindé de thunes et elle se dit non mais mec, prends la Formule 2, elle est bien la Formule 2. Viens, c'est cool. C'est Tamzin Gregg. Et donc on a vu où d'autres? Shaun of the Dead. Ah bah voilà, c'est pour ça que moi ça me disait rien. Donc le docteur fait un peu de bricolage, comme il sait souvent faire. Et il arrache des panneaux, il tire sur des fils et il accède à l'unité centrale. Le rédacteur qui a toujours vu sur tout ce qui se passe avec les caméras de sécurité demande plus de vérifications à propos du docteur et de Rose, mais ça ne donne rien. Il n'existe pas. Le docteur se rend compte que l'air chaud est pompé depuis les étages supérieurs, ce qui explique pourquoi il fait si chaud dans Satellite 5. En fait, c'est pas docteur, c'est plumeur. On va le renommer Mario pour cet épisode. Ouais. Ah, ça y est, j'ai la vanne. Oh bah, donc. J'avais pas. Ouais, bah, pardon, les vannes bilingues, merci, quoi. Désolé. Donc, le rédacteur fait croire à Mario, le docteur, qu'il a craqué le système et lui donne les codes d'accès pour arriver au 500e étage. Et il les attend. Dès qu'ils arrivent à l'étage, très fiers d'eux, en mode « Ah ah, on vous a trouvé !» Il y a des hommes de main qui chopent Rose et le docteur.
Et le rédacteur explique que non, c'est absolument pas un empire humain, que les humains sont juste autorisés à vivre dedans. Contrairement au Slezine qu'on aurait attendu 45 minutes, on rencontre le rédacteur en chef. Enfin. Ah, et là on a un bon nom, comme Raxaphalaplotorius. Je vais peut-être oublier une syllabe. Alors. Vas-y. Avant d'arriver au nom, je vais m'échauffer, je vais finir mon paragraphe et après on va voir comment je m'en sors. Donc le rédacteur en chef est là et le rédacteur explique que c'est le rédacteur en chef qui contrôle l'Empire, qu'il guide, qu'il façonne les humains à son bon vouloir depuis une centaine d'années. Et donc, je vous sens impatient, on va y aller. C'est lui, c'est le puissant Jagrafes de la sainte c'est difficile. Le puissant Jagrafes de la sainte Adrojassique Maxarodéenfo. Voilà. Et donc nous l'appellerons Max. C'est mieux. Max. C'est très bien. Quelque chose à dire sur le Jagrafes ? Oh, qu'il est moche. Alors, J'adore ce que t'as écrit. on dirait une espèce de gros tas de morve collé au plafond avec des dents. En fait, c'est un gros tas de morve avec la tête de la reine alien, la bouche de la reine alien collée dessus. C'est ça. En fait, ça serait un peu le Pokémon tas de morve, mais en méchant. Et avec des C'est dents. ça, Oui. ça marche aussi. Et à l'envers. Et collé, Oui. ouais, c'est ça, en méchant, du coup. Et collé au plafond, ouais. Donc le plan. Parce que Parce que bon, on va avancer, ouais. cette bestiole, aussi moche soit-elle, elle a un plan. C'est contrôler l'Empire humain à travers les médias et l'information. Dès que quelqu'un pose un peu trop de questions, de toute façon ils le savent vu que tout le monde est pucé. Et continuer de se nourrir et d'être pépère et d'assimiler tranquillement. Oh là là, c'est comme dans Black Mirror, on dirait. Oh. Mais avant. Mais avant Avant. Black Mirror. Mais 200 000 ans dans le futur. Il précise un peu que il a pas pu faire ça tout seul, s'installer le gros blob là, s'installer tout seul ici, et que globalement le rédacteur il est humain, donc il bosse. Pourquoi il bosse pour Max ? Le rédacteur ne bosse pas pour Max, il bosse pour les banques qui bossent pour Max. Donc c'est un vrai complot. C'est la faute à Rothschild. Triangle, œil au milieu, tout ça. Donc Katika, pendant ce temps... Katika Santini Kadeni. Ah, ça m'avait manqué. Plop. Non mais il faut au moins ça pour tenir cet épisode. Hein. Donc elle commence à faire son boulot de journaliste et à se poser des questions. Elle utilise le code de l'ascenseur pour monter au 500e étage et surprend la conversation avec le rédacteur. Le docteur la voit un peu au fond, et donc il se met à expliquer à haute voix que oui, Max, c'est une grosse créature qui génère beaucoup de chaleur, c'est pour ça qu'il faut la refroidir, c'est pour ça qu'il y a de la neige en haut et qu'il fait très très chaud en bas. Sa durée de vie, normalement, c'est 3000 ans, il me semble. Ouais. En même temps, c'est qu'un blob, hein, donc... Oui. Avec des dents. Enfin, c'est un blob c'est qu'un blob qui maîtrise l'Empire humain, quand même. Oui, c'est un blob télépathique, pardon. Aussi, oui. Donc toute la station, tout le satellite 5, c'est une sorte de grande infirmerie qui ne sert qu'à le maintenir en vie, en fait. Donc une fois qu'on a découvert ça, on redescend dans la station, on aime bien faire les allers-retours. Heureusement, nous on prend pas l'ascenseur. Adam, lui, met son plan à exécution. Donc, il s'allonge dans le fauteuil, il fait clac, il a sa nouvelle interface, il allume le téléphone, il dit à ses parents « Vous comprendrez rien, effacez pas le message. Enfin, au répondeur. » Oui, au répondeur. Le répondeur fait des trucs bizarres à ce moment-là. Oui, un sorte de champ de force. Oui. À travers le temps. Enfin, je trouve ça super bizarre. Bah, je pense qu'il est pas approuvé pour stocker des messages qui viennent du futur. Hein. Ben moi, au départ, j'étais en mode, il va faire genre... Il va fondre. Non, mais pour les plus vieux d'entre nous, l'espèce de bruit de connexion de DSL. Non, du modem 56. C'est ça. Moi, je me suis dit qu'il allait faire comme dans Pérus. Et pouf, c'est tout. C'est une rêve de vieux. Personne ne l'a. Si. Bah, moi, depuis que je connais ton âge, ça m'étonne plus. Je comprends beaucoup de choses. Oh, ça fait longtemps que je t'avais pas traité de connasse. C'est vrai, Ok, en ça plus. fait 2 épisodes Peggy 18. Super. Soudainement, au 500e étage, le rédacteur, lui, commence à comprendre qui est le docteur, que c'est un seigneur du temps, qui voyage à bord du TARDIS, et il montre sur les écrans les images d'Adam connectées au super ordinateur, et on comprend que c'est juste parce que Adam télécharge des informations que le rédacteur, lui, télécharge des infos dans l'autre sens. Oui. C'est ça. Il a un accès complet à toute la mémoire d'Adam. Et comme Adam
a récupéré un peu plus tôt de la part de Rose pour aller se reposer la clé du TARDIS. Il avait le full package compagnon. Oui. Le rédacteur lui dit c'est facile. Toi, je t'élimine. Toi, je t'élimine. Lui en bas, je récupère sa clé. Et plutôt que de raconter les informations, je vais pouvoir les faire, les informations. La manipulation ultime. Donc, ayant entendu tout ça, Katika, va se connecter. Il a abandonné. Il a lâché l'affaire. Je le méfie maintenant. Donc elle va se connecter dans la salle avec le fauteuil, la même genre d'interface qui est présente au 500e étage. Elle vire un squelette, elle s'installe. Et comme elle est tout en haut, elle peut surclasser toutes les connexions des étages inférieurs. Donc ainsi, elle libère Adam de sa connexion et elle envoie probablement des messages dans la station. Et notamment, ce qu'elle fait, elle inverse les flux d'air. Donc tout l'air chaud qui descendait remonte. Le rédacteur, lui, il a... Juste comment elle fait ça avec les flux d'informations, j'ai pas compris non plus. Technologie. Moi, je crois que j'ai pas compris toute cette partie. Non, là, c'est... là où il a accès à sa mémoire, elle a accès du coup peut-être aux installations, elle arrive à contrôler l'installation par le flux de données. Je me suis demandé s'il n'y avait pas une part de Suki en fait à ce moment-là. Un tout petit peu après sûrement, mais là... Peut-être que Suki était encore suffisamment... C'est pas très très explicite et clair. Si vous personnes qui nous écoutez, si vous savez nous expliquer ce passage, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message. Merci. Donc l'air chaud remonte, Max surchauffe, le docteur et Rose s'enfuient et ce dernier explose. Tu dis c'est à ce moment-là que Simon Pegg essaie de se barrer et qu'il peut pas. Le rédacteur donc essaie de se barrer, Suki à ce moment-là, on sait pas trop comment, tombe de son fauteuil et lui chope la jambe. En fait, elle était pas morte, ou il y a un relent de vie qui passe à travers elle. Oui, Là aussi, tu sais pas, technologie, le futur, waouh. Par contre, juste elle lui tient la jambe, elle Au sens propre. y a pas de combat, y a pas de, tu sens qu'elle est, oui, au sens propre. Non mais Non, elle aurait pu se mettre devant lui et lui faire non, tu vas pas partir, on va discuter tranquillement. Ouais, j'ai un truc à te raconter, machin. Non, là elle tombe, elle lui chope la jambe, il tombe, mais venant d'elle, sur son visage et tout ça, tu sens que c'est juste un corps, y a plus d'âme dedans. Ouais. Il y a plus d'esprit, elle a le regard vide, elle lui tient la jambe. Elle est pas en mode non, tu partiras pas, j'aurai le dernier mot, je me sacrifierai, mais tu mourras aussi. Oui. Oui, tout à fait, mais en même temps, D'accord. Oui. Voilà. Ah bah, mais c'est beau, c'est beau, très beau. Surtout que je me rends compte qu'il y a plus que 4 lignes au conducteur, donc je suis super content. Je vais pouvoir effacer cet épisode de ma mémoire. Ah bon, à ce point? Ah oui, ouais, tu t'es endormi 3 fois. Faut peut-être que tu vois un médecin. Donc Max n'est plus aux commandes de l'Empire humain. Il peut donc reprendre son développement normal. Ciao, bon dimanche. Le docteur est totalement furieux de ce que Adam a fait et donc fait tout ce que n'importe qui avec un chien mal dressé ferait. Il le ramène chez sa mère. Je me demandais où t'allais avec ta comparaison. Il est pucé, il a tout ce qu'il faut en plus. Oui. En arrivant sur place, comme le docteur c'est quand même pas la moitié d'un con, il voit le téléphone et il sait où est-ce que Adam voulait en venir. Il fait péter le téléphone et il repart en le laissant là. c'est ça. Et on s'aperçoit aussi que du coup il va devoir... même c'est le docteur qui lui dit qu'il va devoir faire profil bas. Oui. Entre ses connaissances et son nouvel implant, et là il claque des doigts qui s'ouvrent. Il est pas à l'abri d'avoir un accident et de se faire disséquer à la première occasion s'il se fait gauler, quoi. Ouais. D'ailleurs, sa mère... Après le départ du docteur, sa mère arrive. Exactement. Ah puisque personne le dit, voilà. Personne. Après le départ du docteur, donc sa mère arrive en disant ah tu es là, ça faisait 6 mois qu'on t'avait pas vu, et tout d'un coup, et on voit pas le front s'ouvrir, on voit juste la tronche de sa mère. Ouais. L'image est sur la mère qui voit du coup le front s'ouvrir, et c'est là qu'on sait que ça va être très compliqué pour Adam. Et c'est bien fait. Moi je suis tellement pas d'accord avec vous. Mais Adam, c'est logique tout ce qu'il fait. Le mec, c'est un putain de scientifique.
C'est un chercheur, c'est un curieux, il a toujours été passionné par ça. Moi, je trouve que tout ce qu'il fait est logique. Il aurait déjà tout pu piquer en 2012, en fait. En 2012, c'était des objets. Il savait, enfin, c'était, c'est comme il aurait trouvé des trucs de dinosaures, Là, il est dedans. Il peut avoir pas des reliques, mais la technologie telle qu'elle existe au moment où il est. Ouais. Ça lui est peut-être monté un peu à la tête, mais après la différence aussi, c'est que les artefacts et tout ça. Alors déjà, il est en train de fuir parce que sinon il va mourir. Et puis tout le monde vient de crever autour de lui, donc peut-être sur le moment il a pas eu le temps de fouiller dans les cartons. Oui. Et puis ça reste des objets qui étaient là, qui seront là. Là, il est à des milliards d'années de son époque. Il pourra jamais revenir. Moi, je trouve qu'il y a rien d'incohérent dans ce qu'il fait. Un seul point. Je suis d'accord avec toi, c'est un scientifique, il est curieux, tout ce que tu veux. Il le sait que les paradoxes temporels, c'est la merde. Et que c'est pas une bonne idée de ramener des informations du futur dans le passé. Oui. C'est la seule chose qui... Mais il le sait, d'où il le sait, parce qu'il a regardé des épisodes... Mais je sais pas, je trouve pas ça si déconnant que ça, et je vois pas forcément de malice, outre la curiosité et la recherche derrière ce qu'il fait. Je le vois pas comme le collectionneur qui a voulu faire du fric et écraser le monde. Pas encore. Bah là, il essaie de récupérer des brevets du futur. Enfin, c'est pas non plus... Et donc, ce que j'ai détesté sur cette fin, c'est encore une fois cette relation entre le docteur et Rose. Le docteur dégage le jeune mâle qui pourrait s'approcher de Rose. D'ailleurs, lui dit que fais mousser Rose un peu en disant ben moi je voyage qu'avec les meilleurs. D'ailleurs, j'ai Rose. Ah. Du coup, Rose qui pouvait garder un côté peut-être sympathique avec Adam se met à se foutre de sa gueule et ils partent tous les deux en se marrant. Le regard de Rose à ce moment-là, quand le docteur dit mais attends, moi je voyage avec les meilleurs, elle jette un regard à Adam en rentrant dans le Tardis. Non, mais je trouve ça... Bah ouais, encore une fois, moi je suis toujours sur ma lancée de cette relation n'est pas bonne. Mais si vous remarquez dans ce résumé, on a très peu parlé de Rose. Elle était complètement effacée dans cet épisode, je trouve. Oui. La seule chose à laquelle elle sert, c'est faire une petite blague à un moment où t'as le docteur qui leur file la thune et qui compare leur découverte de la station à un voyage à Paris. Ça, c'est baladez-vous, mangez des trucs bizarres, embrassez un inconnu, faites-vous arrêter par les flics, enfin bon... Non mais voilà, c'est la vision du voyage normal d'un Anglais à Paris. C'est... Jeter des pavés, péter des barricades... Mais ouais, non mais je suis d'accord hein, globalement que il fait pas... Ça paraît logique, c'est juste moi je n'aime pas le personnage, peut-être c'est même plutôt physiquement l'acteur, il me dérange parce ah oui, ça après, c'est autre chose. Ouais. Il dégage rien. Ah non, là, rien. C'est ça. Une guimauve. Un paquet de guimauve, Flamby aurait plus de Tout plus à de l'heure, charisme. tu nous l'as comparé à une moule pas fraîche. C'est ça, il a un regard qui véhicule tellement d'émotion et d'intelligence qu'une moule pas fraîche m'en apporte plus. Rendez-nous Mickey. Ouais, oui. Voilà, Et donc oui, Mickey, il est con, mais c'est assumé. Mickey, il est déjà il est il brave. est plus classique et Il a de la est personnalité. plus peut-être Oui. honnête avec lui-même. Au final, c'est un personnage à part entière, Mickey. Ok, je pense qu'on a fait pas mal le tour du sujet. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter, un avis à détailler pour cet épisode? Alors, on a beaucoup parlé du scénario, on a beaucoup parlé d'Adam. Moi, j'aimerais rajouter juste un petit point un peu décor, son et lumière. Les décors sont assez beaux. Enfin, la station est pas mal foutue. Carrément. On se sent dans le futur, il y a pas de problème. Bon, Max, on l'a dit, il est dégueu, ça... Voilà. Mais pour une fois, j'aimerais faire un point spécial sur les effets sonores, qui, eux, pour le coup, sont dégueulasses. C'est-à-dire que Suki sort son pistolet, c'est vraiment le pistolet qui fait piou 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 piou. Ah, là-dessus, il y a un podcast qui existe. Et tout le long de l'épisode, il y a une sorte de d'effet sonore, c'est une alarme, c'est quelque chose, mais c'est l'alarme du réveil des années 90 qui est insupportable, qui fait un bruit monstre et qui m'a hérissé le poil pendant tout l'épisode. Et qui m'a réveillé 2 fois d'ailleurs. Mais, non mais voilà... Mais heureusement. C'est peut-être l'intérêt, ils savaient que leur épisode était chiant. Donc ils ont mis un son de réveil en arrière-plan de manière aléatoire. C'est quoi le podcast dont tu parlais, Nemp? Il me semble que c'est un podcast de Arte sur les sons d'effets. Oh oui, il est génial ce podcast.
il est excellent. Il parle justement des effets ça doit être le dernier épisode où il parle des effets, ou l'avant-dernier, où il parle des effets des sons laser, justement des pistolets laser. Je cherche le nom exact parce que c'est en 5 épisodes et c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. C'est des gens qui sont bruiteurs au cinéma et chaque épisode correspond à un thème de film. Écoutez le cinéma, non? C'est pas celui-là? Oui, ça doit être ça. C'est Arte Radio. Oui, c'est sur Arte Radio, c'est écouter le cinéma. Je suis en train de les choper. Ah non, c'est vraiment. Je m'attendais pas à ça comme type d'épisode. Je pensais que ça allait être plus de blabla, mais t'as aussi des extraits et je pensais pas que ça allait être les gens qui font le boulot, qui font le boulot vraiment, qui allaient parler de leur pratique et de leurs habitudes et de leurs trucs et astuces et. Genre à un moment donné dans un 2, désolé on sort du sujet mais je l'ai trouvé tellement bien ce truc. Dans un 2 il y a dans celui sur les films d'horreur, il explique comment il fait les bruits de tripes et de trucs. Enfin, c'est génial. Écoutez ce podcast. Voilà, revenons au nôtre. Du coup, est-ce que du coup il y a encore Zut, tu voulais poursuivre encore un petit peu? Non, là j'ai assez enfoncé le clou, je pense. Ok, très bien. L'alarme, tu n'aimes pas ça. Le réveil, c'est le mal. Ok, eh bien merci à tous. Je vous propose de passer à la partie suivante qui nous sera racontée par Pomme, les détails que vous avez probablement loupés si c'est la première fois que vous voyez cet épisode. Pomme, fonce. Alors, d'habitude je suis au taquet, puis là je suis un peu fatigué, donc au pire on va se coucher maintenant et puis on mettra ça en description, non? What? Mais non, mais quand je dis wouh, c'est à quoi? Tu me traites de mégalo, alors je sais pas, j'essaie autre chose. Essaye, mais ça marche pas non plus. Ah bah, super. Bon alors, les trucs à savoir. Donc il y a un peu de tout. Déjà, pour commencer, quand Suki découvre les corps au 500e étage, donc on sait pas trop si on classe ça dans cadavre ou juste dans squelette, vous nous direz ce que vous en pensez, elle fait tomber sa lampe. Mais, dans le plan suivant, elle l'a à nouveau à la main. Donc, erreur de montage. Ouais, c'est un petit faux raccord. Tout le monde n'a pas nimp. Ensuite, on a les Cronenbourg qui apparaissent déjà dans le... Non. Non, ça marche pas. Les Cronenbourg. Ils sont hollandais. On n'est pas dans Binous USA. Hein. C'est les Krongburgers qui apparaissent déjà dans le comic The Iron Legend qui est publié en 2004. Donc c'est ce qu'ils mangent au début, c'est ça? Les Krongburgers. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. C'est ce que le mec leur propose au départ. Exactement. Et donc encore un exemple de truc qui a été tiré de l'univers étendu. Alors là, on va parler de Adam pendant un petit moment. Et je sais que c'est ce que préfère tout le monde. Donc Adam, il a quand même une place unique parce que c'est le seul compagnon à s'être fait retirer son droit de voyage par le docteur pour cause de mauvais comportement. D'ailleurs, il gardera un fort ressentiment envers le docteur et ses compagnons à cause de ça. Et là, je vais vous parler du comics qui s'appelle Prisoners of Time, qui est en 12 volumes et qui est paru tout au long de l'année 2013 aux éditions IDW Publishing. Et du coup, je vais quand même spoiler, là, dans la minute à venir. Donc, si jamais vous avez envie de le lire, passez d'une minute. Ok. Donc, à tout à l'heure, Nimp. Donc, Nimp, il a coupé. Il est parti. Donc, la mère d'Adam mourra rapidement après son retour et il sera furieux envers le docteur d'avoir effacé la technologie qui aurait pu la sauver. Alors, j'avoue que je vois pas le lien. Mais il a récupéré des technologies dans le futur, enfin des informations. Et ouais, d'accord, il y en avait une dans le lot qui aurait pu... oui, d'accord. Il utilisera sa puce pour détourner des fonds et aller déterrer des technologies du musée de Van Staten, donc le connard-sionnaire, là. Le gros con de l'épisode d'avant. Faisant ainsi, il attirera un agent du temps, une sorte de police temporelle, dont il vole le manipulateur de vortex, qui lui permet de voyager dans le temps, pour voyager à la recherche du docteur et de Rose pour se venger. Il kidnappe de nombreux ennemis du docteur. Alliés du docteur. Et c'est le... Pardon ? Alliés. Il kidnappe pas les ennemis, pardon. Donc, comme vous l'aurez compris... Comme vous l'aurez ça paraît compris, plus logique. Encore une fois, ce n'est pas moi qui ai préparé cette partie. C'est Zu, et il a pas bien fait son travail ce coup-ci, je trouve quand même. C'était une petite faute de frappe de 10 caractères. Et qui du coup change totalement le sens de la phrase. Bien, donc il kidnappe de nombreux alliés du docteur.
Et c'est le 11e Docteur qui le retrouvera, joué par Matt Smith à la télé, qui le retrouvera et il se verra face à ce choix de ne pouvoir sauver qu'un seul de ses alliés. C'est terrible. Quelle horreur. C'est affreux. S'étant allié avec un ancien ennemi du Docteur, ce dernier cherchera à le doubler et Adam se sacrifiera pour empêcher la destruction de l'univers. Tous les Docteurs et leurs compagnons capturés se réuniront sur sa tombe et on pourra enfin lire Adam Mitchell, un vrai compagnon. Pourquoi il s'appelle Mitchell? Il s'appelait pas Lord Machin avant? Adam Mitchell, Lord blabla, d'accord. C'était son surnom. C'est son surnom donné Non, par mais ouais, Von entre Straten. le Lord de truc, le fait qu'on l'appelle l'anglais, le fait que le nom de l'acteur c'est Langley, je peux pas. Il y a beaucoup de noms pour un personnage qui est là que pendant 2 épisodes. Et qui est même pas très charismatique. Mais il nous aura marqué. Donc tout ça, comme je vous le disais, ça fait partie d'un comics que vous pouvez éventuellement aller lire, mais on a cherché, on n'a pas trouvé de VF. Ça sera en VO. On retrouve encore Bad Wolf par Bad Wolf TV. Comme on disait, à chaque épisode, il y a quelque chose. Et sur Bad Wolf TV, on voit Face of Bo, qui vient d'accoucher d'une petite Bomina. Bomina. C'est dégueulasse. Oh. Et vu sa gueule, tu te demandes par où elle est Ouais, sortie. mais c'est ça, c'est très bizarre comme... bon. Et pour finir, le TARDIS, qui normalement traduit et permet que nous on comprenne ce qui se passe dans les épisodes, ne traduit pas ce que dit Max, donc le tas de morve au plafond. Et donc c'est probablement parce que le son qu'on entend c'est juste des grognements et des respirations et qu'il parle par télépathie au rédacteur. C'est une théorie. Non, ça marche. Ça tient. Est-ce que le comité Oui. approuve? Le comité approuve. Alors, quelques anecdotes. D'après Russell T. Davies, donc le showrunner, cet épisode est basé sur une idée qu'il avait soumise aux équipes de production de séries au début des années 80. Comme à la fin de l'épisode 1, un comic se passe entre l'épisode d'Alec et celui-ci. Et ce comic s'appelle The Other Side, dans lequel le Docteur voyage avec Rose et Adam. De nombreuses personnes étaient persuadées que cet épisode indiquait le retour d'un gardien du temps, Guardian of Time, appelé le fabricant de jouets célestes, Celestial Toymaker, à cause de son titre. Je propose juste que, vu ce qu'il a marqué, que ce soit Zu qui lise la partie suivante, parce qu'il fait encore référence au fait qu'il aime bien faire des liens là où il y en a pas. Effectivement, Zu, c'est toi qui as préparé toute cette partie et je te propose de la lire. Eh ben, parfait. Donc, les gardiens du temps sont 6 grands anciens, des Great Old One. C'est les mêmes grands anciens que ceux qu'on peut retrouver dans les œuvres de Lovecraft, le plus connu étant Cthulhu, Cthulhu. la 7e incarnation du Cthulhu. Cthulhu. Ouais, il y a des plutôt, U, donc ok, Cthulhu. Cthulhu en anglais. Tu le fais bien. De toute façon, personne ne le prononce alors. Ils ont pas le temps, ils meurent. Donc la 7e incarnation du Docteur combattra la bestiole dans le roman White Darkness de David A. McIntee, qui est publié aux éditions Virgin Books et qui a été publié en 1993. Donc ça veut dire qu'il y a un lien entre l'univers de Doctor Who et l'univers de Lovecraft. Et c'est le même normalement. C'est le crossover qui déchire. Autre petit point intéressant, un autre grand ancien, c'est Shub-Niggurath, si on veut le prononcer comme ça, et c'est un des aïeuls de la conscience de Nestain, qui était le méchant dans le premier épisode. C'était l'espèce de lave vivante. D'accord. Donc il y a vraiment un lien ténu. C'est ça, qui contrôlait les otons, les bestioles en plastique. Donc les 3 gardiens, parce qu'on parlait de ça à la base, dont on va le plus entendre parler dans les aventures du Docteur, il y a le gardien blanc de la lumière et de l'ordre, le gardien noir des ténèbres et du chaos, donc les deux vont s'affronter, et celui qui nous intéresse, le gardien de cristal des rêves et de l'imaginaire. Donc le Docteur va se retrouver régulièrement pris dans la lutte de pouvoir entre le blanc et le noir, comme un coursier, hein, c'est va me chercher la clé du temps, gagne cette course pour récupérer tel artefact, voilà. Et notamment la clé du temps, c'est un artefact qui permet de maintenir l'équilibre dans l'ordre et le chaos dans l'univers, qui est divisé en 6 parties cachées dans l'espace et le temps. Donc voilà, c'est des trucs un peu ténus en termes... Ça devient plus mystique que technologique à ce niveau-là. Oui.
Donc tout ça, vous pourrez le retrouver dans les aventures télévisées du 4e Docteur et de son écharpe, et du 5e Docteur et de sa branche de céleri. Voilà. Très bien. Non, donc le fabricant de jouets, c'était de ça dont on parlait, je me suis perdu, pardon. Donc, le fabricant de jouets Céleste, c'est un peu l'homme mystère de Batman, c'est le Mysterio de Spider-Man, c'est le Rumpelstiltskin des contes de fées. C'est un personnage qui piège le docteur. Oh là là, tu te... T'as sauté ça? Prononce. Alors que comme... Le Mix-Ice Pitlick. Alors que tu me l'avais mis pour moi, parce que c'était moi qui étais censé le lire au départ, cette atrocité là, ça s'écrit MXYZPTLK. On vous propose de nous envoyer vos dictions. Merci. Donc je vais le redire. Mix-Ice Pitlick. Bravo. Voilà. Bien. Qui est une sorte de lutin qui fait plein de blagues à Superman, et le seul moyen de s'en débarrasser, c'est de lui faire prononcer son nom à l'envers. Bon courage. Autant dire que c'est compliqué. Alors ce personnage, il est génial. Voilà. Donc, le fabricant de jouets Céleste piège le docteur dans des jeux pour son amusement personnel. Même si le docteur a une dent contre lui, il ne peut pas se résoudre à prendre des mesures plus drastiques pour 2 raisons. D'abord, c'est un gardien du temps, donc un être immortel à la puissance démesurée, plus vieux que l'univers lui-même. Seulement. Ce qui est une bonne raison pour pas prendre la tête avec. Oui. Et ensuite, dans sa jeunesse, c'est lui et ses amis qui l'ont réveillé et qui l'ont fait sortir d'un emprisonnement. Et il a pris le possession du corps d'un de ses amis qui s'appelle Rallon, et qui capturera une autre de ses amies qui s'appelle Millenia, la gardant comme l'une de ses jouets. Et le docteur se fera expulser de l'académie des Seigneurs du Temps pour ça. C'est quelque chose, enfin c'est une façon de faire qu'on retrouvera quand même souvent dans la série où le docteur va devoir corriger une connerie qu'il a faite étant plus jeune, ou qu'il a faite dans une saison qu'on a vue. Il y a souvent des liens comme ça qui font que il y a toujours une conséquence à ce qu'il va faire. Et donc voilà, cet épisode s'appelant The Long Game, les Whovians un peu extrêmes se sont dit, c'est le retour du fabricant de jouets Céleste. Il y a une histoire de jeu, c'est forcément ça. Il y a encore plein de choses à dire sur le personnage, sur son histoire, sur la salle de jeu dans laquelle il fait participer le docteur à ses aventures un peu bizarres. Mais je vous laisse le plaisir d'aller découvrir par vous-même. Faudrait faire un épisode complet pour spoiler tout ça. Et là, on en a déjà bien parlé. Ouais, je pense que c'est pas mal. Hein. Et merci à vous deux pour toutes ces informations passionnantes. Avec plaisir, ça m'a plu d'aller chercher tout ça. Nous voici donc arrivés à la fin de notre épisode, le moment de la petite page de réclame avant que l'on se quitte. Allez, Zu, c'est à toi. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, drwatt.pod, et sur Instagram, drwatt_pod, ou l'inverse, si l'un marche pas, essayez l'autre. Un truc du genre, les liens sont dans la description. Dr Watt est un podcast membre du label Podcut, qui a un Patreon. Vas-y, Pomme. Oui, alors le Patreon, c'est là où on peut donner des sous. Ça peut être ponctuel, ça peut être tous les mois, ça peut être, je crois que c'est à partir de 1 euro. On peut avoir des choses en échange comme des stickers, des trucs comme ça. Et surtout, nous, ça nous permet d'avoir éventuellement un matériel qui peut être meilleur. Ça peut nous permettre de nous retrouver pour enregistrer tous autour de la même table. Voilà, ça peut nous permettre de participer peut-être à des trucs dont là j'ai pas d'autres idées. Et surtout, le label Podcut contient 23 podcasts en tout, très différents les uns des autres. Donc faut pas hésiter. Il y en a des excellents et il y en a des très très bons. Voilà. Mais surtout les sujets et les styles peuvent être très différents. Donc c'est peu probable de pas trouver au moins un podcast qui vous plaise, en dehors du nôtre évidemment qui est un des meilleurs là-dedans. Moi je suis fan de l'Olympiade femelle. Ah très bien. Et, tu veux dire de quoi il parle vite fait? Alors, il parle des femmes dans le sport. Et des bâtons dans les roues qu'elles ont subis. Ouais, exactement. Et il y a un thème précis par épisode. Voilà, ça sera la reco Podcut
du jour. Très bien. Parfait. Eh ben merci à vous. Je vous propose donc de nous retrouver d'ici 15 jours pour la suite de nos aventures dans le Tardis. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée ou bonne journée, bye bye. Ciao. Prenez soin de vous.